Alors, merci déjà, merci à vous. On est à peu plus de 1000 sur la chaîne. Pour moi, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Du coup, j'ai posté un commentaire demandant si vous aviez des questions pour qu'on puisse faire une petite FAQ et puis me prêter à ce jeu-là, parce que à mon avis, ça peut être marrant. J'ai eu pas mal de questions, j'en ai eu pas mal. J'en ai sélectionné 10 sur lesquelles je vais répondre. Donc la première déjà, c'était pourquoi l'airsoft russe? Pourquoi l'airsoft russe? Alors, j'ai pas toujours été airsoft russe. La première fois où j'ai eu un petit peu de matos russe, c'était une tenue KZS suite à cette photo. J'étais sniper, VSR, et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant comme camouflage, et ça fonctionne plutôt bien, du coup, là où je jouais à l'époque, 101ème Airsoft, je t'oublie pas. Et du coup, je suis parti progressivement vers le russe avec une première AK, la CM048. Mais le russe, en fait, déjà, c'est le côté rustique, la rusticité du matos. Surtout, déjà, voilà, quand on voit que la PP 2000, la crosse, ça peut être un chargeur étendu. Voilà. Quand on en est sur ce niveau de rusticité, où ça tire plus, tac, j'enlève ma crosse, paf, on repart. Donc on sent qu'il n'y a plus de limite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, plus que, on va dire, le ricain, qui était vraiment très largement répandu. Et donc voilà ce que je peux vous dire, pourquoi l'airsoft russe. Alors ensuite, on m'a posé la question, pourquoi je fais pas de Gearbox V2? Alors, c'est pas que j'aime pas les Gearbox V2, c'est que j'aime toutes les Gearbox avec une cage moteur. La V2, en fait, elle en fait pas du tout partie. Je vois pas comment, d'un point de vue vraiment technique, pourquoi ne pas mettre de cage moteur, pourquoi c'est la poignée qui doit emprisonner le moteur pour essayer de bricoler un calage correct et ainsi de suite. C'est pas mon truc, parce que j'aime bien l'efficacité, l'élégance dans le terme élégante simplicité, hein, évidemment. Surtout, ça permet, quand vous faites une modification de votre réplique, de pouvoir tester tout de suite est-ce que tout fonctionne correctement. Et vous n'avez pas à remettre et à revisser votre poignée moteur, remettre votre moteur, refaire votre calage, etc. D'autant plus que les deux vis qui tiennent votre poignée moteur rentrent un petit peu dans votre gearbox, alors que sur les cages moteurs, elles sont traversantes. Et elles se maintiennent à la cage. Donc vous niquez pas votre gearbox en fait. Vous pouvez que niquer la cage. Donc déjà rien que ça c'est plus élégant les V3 ou même toutes les autres gearbox que les V2. Ensuite, les V2, elles ont une fâcheuse tendance à se fissurer. J'ai pété qu'une gearbox, c'était une V7 parce que je suis tombé avec. Je suis tombé physiquement avec la gearbox dans les mains. Donc, elle n'a pas résisté. Donc voilà. Mais sinon, les gearbox V2 sont souvent sujettes à se fissurer à l'avant. Et dernière chose, le passage de câble. Le passage de câble à l'intérieur, à côté des engrenages, il faut juste être précautionneux pour pouvoir tout faire passer correctement. Mais si vous l'êtes pas, ça pose problème. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Pour ceux qui ont la ref, un bon point. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est quelle est l'étendue de ma collection de répliques? Alors si on écoute Madame Pampan trop, beaucoup trop, alors pêle-mêle parce qu'il y a pas mal de répliques qui transitent à la maison. Saucisson vosgien. Vosgien, pas d'Ardèche, pas de machin, Vosges. Et Vosges c'est pas mal aussi. Hein. Donc j'ai PP19 Bison, que vous avez vu, 90% des répliques que je présente ici, c'est des répliques qui sont en moi. Donc PP19 Bison, j'ai la PPSH41, j'ai une AKSU, j'ai une AK74, j'ai un VSS Vintorez, un VSR10, un Mosin Nagant, une MP40, quelques fusils à pompe. Voilà, on va en rajouter quelques-uns. 2-3 PA aussi, que j'utilise de moins en moins, parce que c'est de moins en moins régulier. Une Thompson, très récemment. On fera une vidéo sur la Thompson, franchement, c'est juste abusé. La Thompson, et c'est à peu près tout. Un Reelsword, SVD Reelsword, il faut qu'on le termine. C'était le projet de l'année, il faut qu'on le termine. Un SR3M. Donc en fait, je me rends compte que je me rappelle même plus de toutes les répliques que j'ai, donc il va falloir que j'en bazarde au fur et à mesure du temps, et ouais, il va falloir que je me sépare de certaines répliques. Alors, une question qu'on m'a aussi régulièrement posée, quelles étaient mes répliques préférées?
Donc dans les répliques que je possède, la réplique qui a foutu le plus de bordel dans ma collection, ça reste la PPSH 41. La PPSH 41, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, donc c'est elle qui a foutu un petit peu le bordel. Sinon, ça va être mon VSS Vintorez. Voilà, mes deux répliques. Et King Arm. Les deux répliques que je préfère, ça va être les deux là. Ça va vraiment être les deux là. Parce que si j'embarque les deux, ma PPSH et mon VSS, je peux jouer tous les rôles. Tous. Donc, c'est vraiment les plus polyvalentes. À L2, elles font le travail de 15 répliques. Alors, la pire réplique. Alors je ne l'ai pas acheté. M6 Double Eagle. M6 Double Eagle. Voilà, je pense que là, en termes de M6 Double Eagle, franchement, n'achetez pas ça. Faites, à la limite, vous faites comme Gainsbourg, vous cramez le billet. Au moins, c'est un acte politique. Par contre, non, M6 Double Eagle, non, je suis désolé. GBBR, HPA. Est-ce qu'il y aura des répliques GBBR et HPA ici? Alors, non, il n'y en aura pas. Alors, il y aura des GBB. J'ai 2-3 personnes qui doivent me prêter des GBB, j'en ai aussi. GBBR, il y en aura peut-être un. Mais c'est pas une technologie que j'apprécie plus que ça. Je suis pas expert en plus dans le sujet, donc il faudrait, avant de vous en présenter un, il faudrait vraiment que je me renseigne et que je me documente beaucoup dessus. Ça va que la communauté est géniale et donc du coup on peut poser des questions, on a les réponses et ainsi de suite. Donc à la limite pourquoi pas, mais moi perso posséder un HPA ou un GBBR, c'est niette. Alors une question qui n'en est pas une, on m'a souvent demandé le logo de ma brasserie. Donc le voilà. Donc ceci étant dit, on m'a posé la question souvent de filmer les parties d'airsoft. Est-ce que je filmerai un jour mes parties d'airsoft, faire des scope cam? Alors non, j'ai pas le matos, d'une part. J'avais essayé, fut un temps, il y a 2-3 ans, de filmer une de mes parties. J'ai vu que ça modifiait tellement mon style de jeu que c'était nul et non avenu. Donc vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Il y en a qui le font et qui le font très bien. Je suis d'ailleurs... Alors, sur les youtubeurs qui ne sont pas francophones, il y en a 2 que vous connaissez forcément, je les suivais à leur début où ils jouaient, ils prenaient visiblement du plaisir à le faire. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très particulier. Et je ne vais pas les mettre en cause. Je ne vais pas parler des youtubeurs francophones qui sont vraiment très différents, qui font vraiment des trucs différents. Mais je vais dire que c'est plus la communauté qui a demandé d'avoir ce type de scope cam, en fait. D'avoir des listes de kills. Voilà, même il y en a qui mettent des compteurs de kills. Alors je savais que ça se faisait sur le top 10 kills quand on jouait à Call of. Mais alors, oui, l'airsoft ça vient Call of, oui, mais c'est vous qui regardez ce type de vidéo. C'est vous qui avez apprécié le fait qu'on mette des marqueurs, qu'on mette des choses comme ça. Donc, faut pas s'étonner derrière qu'il n'y ait plus que ça. Voilà, tout simplement. Hein. Si des grands youtubeurs connus n'avaient pas autant de milliers de vues, ils changeraient un petit peu leur contenu. Voilà. Quand on dit YouTube est devenu la télé, ni plus ni moins. Hein. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. On me pose assez régulièrement la question, ça fait combien de temps que je fais de l'airsoft? Donc ça fait une dizaine d'années, à peu près 8 ans en upgrade. Et on m'a posé la question, qu'est-ce qui a changé le plus? Alors le plus, ça a été plus sur la technologie. La technologie, on a vu vraiment se démocratiser les HPA par exemple. On a vu se démocratiser des joints qui étaient beaucoup plus performants. Une morale aussi qui a beaucoup évolué, donc pas de full au-dessus de 350 fps, donc un joule 1, ça c'est arrivé comme ça. Voilà. Sur certains terrains ça se comprend, sur d'autres j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qu'on a vu? La mentalité a beaucoup évolué, pas tous, hein. Hashtag pas d'amalgame, mais c'est plus maintenant une recherche de performance. Et je pense que c'est arrivé avec l'apparition des parties filmées. C'est pour ça que je vous ai dit que je filmerai jamais mes parties. Des parties filmées parce que on veut de la belle image, on veut de la perf. On veut pas arrêter son action parce qu'on s'est pris une bille. On refuse de manière systématique de s'avouer vaincu. Apparition de spawn kill que je voyais pas avant. Nous dans l'association où on joue,
bah, on voit bien, dès qu'on arrive au spawn de l'équipe adverse, en tout cas quand ils peuvent pas se réinsérer correctement dans le jeu, bah, de fait on recule quoi. Voilà, jouer, c'est jouer et donner du jeu. Voilà. Écraser l'adversaire, c'est bon pour personne. De manière générale, c'est comme ça. C'est bon pour personne. C'est pour ça que la plupart des scénarios qu'on fait, il y a toujours une progression. Voilà, il fallait défendre ce point-là. Au bout de 15 minutes, que ce point-là soit pris ou pas, l'équipe de défense recule pour protéger un autre point. L'équipe d'attaque peut attaquer ce nouveau point. Pour qu'il y ait toujours une progression comme ça. Parce que sinon, bah, y a une équipe qui roule dessus, ça se crispe, ça se cristallise, et au bout d'un moment, les gens s'énervent. Et c'est parfaitement normal. Les gens commencent à s'énerver. Parce que il y a malheureusement une recherche de performance. Et c'est, à mon avis, ça qui est le plus compliqué. Et quand je vois qu'il y a certaines fédérations qui commencent à dire « Ah bah tiens, il faudrait qu'on fasse des compétitions de... » Ça va pas dans le sens de vos intérêts, les gars. Ça va pas dans le sens de vos intérêts. Regardez comment ça se passe dans un CQB quand il y a des gens qui protègent un escalier. Les mecs, c'est bec et ongle. Ils vont pas le lâcher, cet escalier. Alors que, laissez respirer, laissez des temps de respiration. Il n'y a pas d'enjeu. Rassurez-moi, il n'y a pas d'enjeu. Donc s'il n'y a pas d'enjeu, reculez, jouez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux. Je dis pas de laisser gagner les autres, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais ce qui a le plus changé pour moi, dans les premières parties qu'on faisait, on était des gens qui s'amusaient, voilà, on s'amusait, voilà. Pas du tout un défouloir. Un défouloir, ça veut dire qu'on fait n'importe quoi. Là, on s'amusait, on respectait les règles, et de dire qu'il y a du fair play. Le fair play, pour moi, c'est quelque chose... Alors déjà, à mon avis, le terme est mal défini. Tu lèves la main parce que tu es touché, c'est pas être fair play. Ça s'appelle suivre une règle. Hein, c'est la base. La base de la vie en communauté, il y a des règles à suivre. Le fair play, c'est au-delà de ça. Le fair play, dans sa définition, en tout cas la mienne, c'est ne pas faire ce que la règle t'autorise. D'accord ? Exemple, j'ai le droit de faire du full à 350 fps et j'ai pas de distance d'engagement. Mon adversaire est de dos derrière une palette, je suis derrière, avec ma PPSH, je peux lui faire un grand trait dans le dos, j'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit de faire du full, j'ai pas de distance d'engagement. J'ai le droit de le faire. Mais le beau jeu, le fair play me dit, bon bah tac, je lui mets une bille dans la ranjo. Point. Et ça, je trouve que cette notion de fair play, si on la résume à lever la main parce qu'on a été touché, ça s'appelle suivre une règle. Je le répète, ça s'appelle juste suivre une règle. Le fair play, c'est autre chose. Le fair play, c'est de se dire, bon, ils ont bien attaqué, etc. Nous, on peut reculer pour essayer de se retrouver sur un autre terrain et avoir un autre théâtre d'opération. Voilà, pour pouvoir essayer d'exploiter la totalité de ce qu'on a autour de nous. Le fair play, ça peut être aussi, je suis caché derrière ma palette, je vois que je bloque complètement leur progression. C'est peut-être me poser la question de me dire, est-ce que là, je peux pas, voilà, laisser tomber cet endroit-là pour que eux puissent monter et que eux puissent jouer aussi. Ils sont aussi là pour jouer. Parce que s'ils peuvent pas jouer, un jour ils viendront plus et vous serez tout seul. Qu'est-ce qui me gêne le plus à l'airsoft ? Pendant une partie, qu'est-ce qui te gêne le plus ? Alors je ne veux pas dire que c'est paradoxal, moi les Highlanders, je m'en moque. Je en rencontre très peu, très peu. Peut-être parce qu'on est dans l'est de la France, je sais pas. Bref. Je rencontre très peu. Ce qui me gêne le plus, c'est quand je me fais toucher et que je repars vers mon point de réapparition. Ce qui me gêne le plus, c'est le joueur qui va me poser une question sur la présence ou l'absence d'adversaire. Et ça c'est un problème pour moi parce que l'être humain, d'une manière générale, il va essayer de rendre service. Et donc là, je vais devoir m'interdire de lui répondre. Parce qu'il est en train de me mettre dans une position où je deviendrai le tricheur. Alors que moi, au départ, je marchais tranquillement. Hein. Et, ils sont où ? Eh ben, je dois me forcer pour pas répondre. Et ça, en fait, c'est ça qui me gonfle le plus. C'est vraiment ça. Et c'est humain, c'est parfaitement humain de poser une question et surtout d'y apporter une réponse, c'est parfaitement humain. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Tout le reste, le speedsoft, le milsim, le machin, le truc, le bidule, les nouveaux cancers de l'airsoft, Alors moi, j'en ai pas rencontré du tout. Deuxième chose qui me stresserait un petit peu, c'est peut-être, comme l'entre du dingo, c'est juste génial sa phrase, je lui piquerai jamais parce qu'on ne pourra jamais faire aussi bien et aussi clair. Jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux. Voilà. Les gens qui me posent les questions quand je suis out et les gens qui se prennent trop au sérieux. Et ça c'est
c'est fatigant. Je pense que je vais même faire une vidéo de drill juste pour m'amuser un petit peu et montrer que faut pas se prendre au sérieux, les gars. Pas se prendre au sérieux. Pourquoi se lancer sur YouTube en 2021? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question et ça, vous le devez à Papa Chef Pampan. Voilà. À force d'être critique sur les vidéos que je voyais, peu importe les sujets, peu importe l'expertise de chacun, peu importe le format, peu importe le montage, j'étais très critique de ce que je voyais. Et mon père m'a gentiment fait remarquer, bah si t'es si malin, fais-le. Voilà, tout simplement. C'est parti de là. C'est parti de là, donc la première chose que j'ai fait, c'est me documenter sur comment on monte une vidéo, quels sont les pièges à éviter, les machins, les trucs. Donc j'ai découvert des chaînes qui sont vraiment, vraiment exceptionnelles d'ailleurs. J'ai découvert aussi le côté fractal de YouTube, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des vidéos pour expliquer comment on fait des vidéos, et il y a des gens qui font des vidéos sur des vidéos pour expliquer comment on fait des vidéos, et ainsi de suite. Donc fort de ça, pendant 6 mois de réflexion, c'était au mois de juin, j'ai lancé la chaîne, je crois que c'était le 19 décembre, bah du coup, voilà, je m'étais documenté, j'avais pas acheté de matos, rien du tout, hein. Là, pour vous dire, parce qu'il y a une question qui est revenue assez souvent, je me filme avec mon téléphone, et j'ai acheté un micro-cravate. Voilà. Le reste de l'éclairage, c'est moi qui ai bricolé ça avec des lampes à droite à gauche. J'ai découvert qu'on pouvait figer la luminosité. C'est pour ça maintenant que vous avez plus trop, parce que j'oublie de le mettre de temps en temps, d'ombre et de lumière. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous le devez à mon papa. Et moi je lui dois tout. Voilà, tout simplement. À ma maman aussi. Vraiment. Est-ce qu'il y aura une chaîne sur la bière? Alors non. Non. Parce que la communauté des brasseurs, ou des brasseurs amateurs, ou je sais pas comment on peut les appeler, est une communauté vraiment très particulière. Vous, cette communauté d'Airsoft est bienveillante, dans le sens où elle est en position d'apprendre, et moi je le fais tous les jours, hein. Là je suis en train de préparer des vidéos, j'ai contacté des gens qui font de l'Airsoft et qui font de l'upgrade pour qu'ils m'expliquent comment ils arrivent à faire de telles choses, en fait. Hein, donc moi je suis en apprentissage permanent. Et dans la bière, non. Dans la bière, non. Dans la bière, les gens viennent en position de sachant, voilà, et ils n'en démordent pas. Et c'est ça le problème, en fait, d'Internet en général, hein. C'est que, alors, je me considère pas du tout comme expert, mais dans le domaine de la brasserie, voilà, j'ai quand même 2-3 notions. Moi, avec mes notions, mes 13-14 ans d'expérience, j'ai une expertise. Mais une personne en face que je ne connais pas, qui l'aura fait pendant 3 semaines, aura, quand il va s'exprimer sur un forum, la même puissance. Mais des gens qui ont de l'expérience, 14-15 ans, etc., sur des forums, il y en a peu. Ce qui fait qu'il y a plein de néophytes qui ont un volume de commentaires énorme. Et ça, c'est un biais cognitif, hein. Plus il y a de gens qui pensent que c'est vrai, plus ça devient vrai. Et donc du coup, nous, on se retrouve avec une balance qui est complètement déséquilibrée, ce qui fait que, bah, au final, faire une chaîne sur la bière, l'espace commentaire serait horrible. Ce serait vraiment horrible. Oui, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je... Là, si vous regardez l'espace commentaire en dessous de chacune des vidéos, c'est cool. C'est cool, franchement, ça pose une question sur un point que j'ai pas forcément abordé, ou quelqu'un va donner un conseil à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et toujours dans la bienveillance. Là, si je fais une chaîne de bière, mais c'est tombé, c'est une communauté qui est vraiment compliquée. Et la dernière question, pourquoi l'upgrade? Pourquoi l'upgrade? Si vous prenez une réplique en sortie de boîte, que vous mettez à tirer avec et que vous n'êtes pas satisfait, vous êtes obligé de mettre les mains dedans. Voilà, tout simplement. Et c'est quelque chose qui se fait assez simplement, j'essaye modestement de transmettre ce truc-là. Faites-le et vous verrez que c'est simple. Faites-le, vous verrez que c'est simple. Mais avec un bémol, quand on attaque des choses bien précises, c'est pour ça que quand on voit les upgrades à 20 €, à 30 €, etc., dites-vous bien que derrière, il y a quand même l'expertise de la personne qui le monte. Donc si vous allez dans un shop et qu'il vous demande 40 € pour ouvrir une gearbox, c'est normal. C'est une expertise, c'est un travail, c'est derrière des garanties, c'est... voilà. Voilà, il y a tout ça derrière. C'est pas juste la somme du coût de chaque pièce. Voilà, là l'upgrade à 20 €, c'est 20 € de pièce. La main d'œuvre, elle n'est pas dedans du tout. Donc vous étonnez pas si vous allez dans un shop qui vous monte une réplique que ça coûte plus cher que ça. C'est tout à fait normal. Donc là, moi je vais terminer mon verre tranquillement.
Je vais finir de nettoyer la brasserie parce qu'il y a quand même un peu de boulot. Je vais te piquer ta phrase, dingue. Je vais te piquer ta phrase. Jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux. Et je vais ajouter une petite dédicace peut-être pour ceux qui connaissent. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. De pas, tu nous manques. Ciao, ciao, ciao.